Ils ont tiré, et pendant une seconde, le silence a cru gagner. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que ce qui a frôlé la mort cette nuit-là ne visait pas un homme, mais quelque chose de bien plus dangereux. Pendant 7 jours, Ibrahim Traoré s'est tu. Pas par peur, pas pour se cacher, mais pour comprendre le sens réel d'une balle passée à quelques centimètres de sa tête. Ce moment-là n'est pas un détail, c'est une fracture, le son sec du tir, le souffle coupé, la pensée froide et lucide. Alors c'est comme ça que ça finit, mais ça ne s'est pas terminé, le coup d'État a échoué. Et le silence est devenu une arme plus puissante que n'importe quel discours, car ce qu'il tentait d'abattre n'était pas Ibrahim Traoré. Un homme meurt toujours un jour, eux le savent, lui aussi. Ce qu'il visait, c'était une idée insupportable pour certains systèmes de pouvoir. L'idée que l'Afrique peut être libre, qu'elle mérite la dignité, qu'elle peut se gouverner sans maître, sans marionnette, sans vendre son âme contre de l'aide. Cette idée-là, aucune balle ne peut la tuer. L'histoire africaine est remplie de ces moments. Patrice Lumumba au Congo, Thomas Sankara ici même, des leaders différents, mais un même crime, refuser d'obéir. Le schéma est toujours le même. Quand un dirigeant cesse d'être utile, il devient dangereux. Alors on change de méthode. Assassinat, coup d'État, asphyxie économique ou diffamation internationale. Ce n'est jamais personnel, c'est systémique. Et cette fois encore, ils pensaient que supprimer le messager suffirait. Ils n'ont pas compris que le message avait déjà changé de main parce que le vrai problème, ce n'est plus un président. C'est une génération qui commence à croire que la dignité n'est pas négociable. À votre avis, pourquoi cette idée fait-elle si peur aujourd'hui? S'il ne s'agissait que d'ingérences extérieures, l'histoire serait simple, mais elle ne l'est pas, et c'est là que le récit devient inconfortable, parce qu'aucune puissance étrangère ne contrôle un continent sans portes ouvertes de l'intérieur, aucune domination ne dure sans relais locaux, aucun système ne prospère sans complicité. Le véritable danger n'est pas seulement dehors, il est aussi dedans. Ibrahim Traoré le dit sans détour, l'Afrique souffre d'une maladie politique, une perte de ce que certains appellent l'hygiène du pouvoir. Regardez les chiffres. La République démocratique du Congo repose sur l'équivalent de 34 000 milliards de dollars de ressources, et pourtant, ses enfants compteront les repas. Pas parce que la terre est pauvre, mais parce que le pouvoir a choisi le pillage plutôt que le peuple. C'est là que le système se referme. Des élites locales s'enrichissent, des intérêts extérieurs sécurisent l'accès aux ressources. Puis quand tout s'effondre, le même discours revient. Voyez, ils ne savent pas se gouverner, mais ce narratif est un mensonge soigneusement entretenu. Le pouvoir ne corrompt pas en un jour, il murmure, il flatte, il rassure, il commence par de petits arrangements temporaires pour la stabilité, pour la sécurité, pour le bien supérieur, puis un journaliste arrêté devient normal, une promesse rompue devient justifiable, un million volé devient invisible et un pays entier devient otage. Traoré ne se place pas au-dessus de ce risque, au contraire, il pose la question la plus dangereuse qu'un dirigeant puisse poser, suis-je immunisé ou seulement au début de l'infection? Car chaque dictateur de l'histoire s'est cru différent. Chaque traître a commencé par se convaincre qu'il faisait exception. Et voici le point de bascule, les forces extérieures ne dirigent que là où la corruption a déjà préparé le terrain. Elles ne déplacent les pièces que parce que certains dirigeants acceptent d'être des pions. Quand nous tolérons le vol chez nous, nous invitons la domination de l'extérieur. Quand nous acceptons l'injustice locale, nous perdons la souveraineté globale. À ce stade, une question dérangeante se pose et elle mérite débat. La libération de l'Afrique commence-t-elle vraiment par chasser les puissances étrangères ou par refuser enfin de protéger nos propres traîtres? C'est ici que la théorie devient personnelle parce que le pouvoir ne se révèle pas dans les discours mais dans les premières nuits sans sommeil. 2 semaines après son arrivée au pouvoir, le test est venu, silencieux, administratif, presque banal. Une liste déposée sur un bureau, des noms, des journalistes, des opposants, des activistes, des voix critiques. Ils complotent, disent les chefs de la sécurité. Il faut frapper vite, montrer la force, étouffer le danger avant qu'il ne grandisse. C'est toujours comme ça que ça commence, jamais par la tyrannie déclarée, mais par l'argument de la prévention, de la stabilité, de l'urgence. Cette nuit-là, Traoré ne dort pas.
Il marche, il tourne, la liste reste là, immobile, mais lourde comme une condamnation. Et une pensée dangereuse surgit, et s'ils avaient raison, et si la clémence était une faiblesse, et si la liberté mettait la révolution en danger? À cet instant précis, l'histoire africaine retient son souffle, parce que c'est là que tant d'autres ont basculé, un appel passé, un ordre donné, et la peur devient méthode de gouvernement. Son doigt s'approche du téléphone, juste une seconde, une seule, puis il s'arrête parce qu'une vérité brutale s'impose. Arrêter des gens pour leurs paroles, c'est devenir exactement ce que l'on a renversé. Écraser la critique, ce n'est pas protéger une révolution, c'est la trahir. Alors il dit non, les conséquences sont immédiates, colère, mépris. Certains officiers quittent dans la pièce, convaincus d'avoir affaire à un homme faible, mais le choix est fait. Au lieu des arrestations, il choisit les rencontres, les discussions, l'écoute, et ce qu'il découvre dérange le récit sécuritaire. La majorité de ses ennemis ne cherchent pas à détruire, ils questionnent, ils critiquent, ils veulent participer. En refusant de gouverner par la peur, ils transforment des adversaires supposés en alliés critiques. Pas docile, mais engagé, c'est là que le message devient clair. Une révolution qui écrase ses voix dissidentes n'est pas une révolution, c'est une dictature en gestation. À ce stade, une question s'impose à chacun de nous. Préférons-nous un dirigeant fort qui nous fait taire ou un dirigeant contesté qui accepte d'être dérangé? Parce que la liberté ne disparaît jamais d'un coup, elle s'efface toujours au nom de sa propre protection, et ce n'était que le premier test. Le deuxième test n'a pas pris la forme d'une menace, il est arrivé avec un sourire, un costume impeccable et des mots soigneusement choisis. 4 mois après son arrivée au pouvoir, un ambassadeur d'une grande puissance franchit les portes du palais. Tout est cordial, tout est diplomatique, tout semble raisonnable. Il parle de normalisation, d'aide militaire, de soutien économique, de reconnaissance internationale. Sur le papier, l'offre est parfaite, des écoles à financer, des hôpitaux à réparer, des routes à reconstruire. Un pays pauvre n'a pas le luxe de refuser. Puis vient la seconde partie, toujours plus douce, toujours plus dangereuse. Il faudrait modérer le discours sur le passé colonial, garantir l'accès continu des entreprises étrangères aux ressources, montrer de la coopération. Ce n'est pas un ordre, c'est une attente. Et tout le monde dans la pièce comprend le prix réel de l'aide. Ce soir-là, Traoré reste seul pendant des heures. Il pense aux salles de classe surchargées, aux lits d'hôpitaux manquants, aux promesses qu'il pourrait tenir immédiatement. Pendant une nuit entière, il envisage de rappeler, il rédige même un discours de compromis, un discours de pragmatisme. Il existe encore dans un tiroir comme un rappel silencieux de la facilité de la trahison, mais une vérité s'impose, il n'existe pas de don gratuit, seulement des formes différentes de domination, ce qu'ils appellent partenariat, c'est du contrôle avec une meilleure image. Ce qu'ils proposent, c'est de l'obéissance bien habillée. Alors il refuse, la réaction ne se fait pas attendre, aide suspendue, reconnaissance retardée, pressions internes, doutes parmi ses propres conseillers, et pourtant une autre voie s'ouvre. Si le monde veut l'or africain, l'Afrique vendra des bijoux, pas du minerai brut. Si le monde veut le coton, il achètera des vêtements finis. Si le monde veut des mangues, elles seront transformées localement, créer de la valeur sur place, créer des emplois sur place, construire la richesse sans permission. La dignité coûte plus cher que la dépendance, elle prend plus de temps, mais elle ne se rembourse jamais en concession. À ce moment du récit, une question mérite débat. Le développement rapide vaut-il la perte de souveraineté ou la lenteur assumée est-elle le prix réel de la liberté? Car refuser aujourd'hui, c'est accepter des conséquences immédiates. Mais céder aujourd'hui, c'est hypothéquer plusieurs générations et le plus dur restait à venir. Le troisième test n'a pas attaqué le pouvoir, il a attaqué le cœur. 11 mois après la prise de pouvoir, l'accusation tombe. Crédible, documenté, impossible à ignorer. Un proche, un compagnon de lutte, un homme qui avait risqué sa vie pour la révolution, corruption, commissions occultes, enrichissement personnel autour de lui. Le réflexe est immédiat. Protège-le. Il est des nôtres. Une erreur ne doit pas détruire une loyauté. Si tu le sacrifies, plus personne ne te fera confiance. C'est la tentation la plus dangereuse, parce qu'elle se déguise en humanité, en fraternité, en fidélité. Cette nuit-là, Traoré confronte son ami. L'aveu vient, la honte aussi, et les supplications. Et pour la première fois, il s'effondre, seul assis à son bureau. Il pleure, pas par faiblesse,
mais parce qu'il comprend ce qu'il est sur le point de perdre, une amitié, un lien forgé dans le sang et le danger. Il envisage d'intervenir, d'appeler le procureur, de faire disparaître le dossier, juste cette fois, juste pour préserver l'unité. Puis une mémoire collective surgit. Thomas Sankara. Et ceux qui sont venus après lui, ils ont protégé les corrompus, par loyauté, par peur de diviser, par confort moral, et tout ce qu'il avait construit s'est effondré. À cet instant, une vérité brutale s'impose, certaines formes de pardon nourrissent l'injustice, certaines fidélités sont de la complicité. Certaines miséricordes fabriquent plus de victimes. Il tranche, il retire les fonctions, il transmet le dossier à la justice. Il perd un ami, les critiques pleuvent, froid, ingrat, déloyal. Mais le message est clair, la révolution n'a pas de cercle protégé, pas de passe-droit, pas de nom intouchable. La justice n'est pas un slogan, soit elle s'applique à tous, soit elle ne vaut rien. C'est à ce moment précis que le récit change d'échelle, parce que résister aux tentations ne suffit pas, il faut agir, pas demain, pas quand les conditions seront réunies. Maintenant, des décisions concrètes suivent. Une bourse Thomas Sankara pour former chaque année des centaines de jeunes en ingénierie, agriculture, médecine, parce que le savoir est une forme de souveraineté, un plan de développement sur 25 ans publié publiquement, accessible, critiquable, amendable. Parce que le pouvoir sans contrôle pourrit toujours des centres de transformation agricole, pour que les paysans cessent de vendre à perte, pour que la valeur reste sur la terre qui l'a produite, une transition énergétique accélérée, parce que dépendre de l'énergie des autres, c'est leur obéir. À ce stade, une question dérangeante doit être posée et elle mérite vos commentaires. Préférez-vous un leader loyal envers ses proches ou un leader loyal envers des principes, même quand cela lui coûte personnellement? Parce que les nations ne s'effondrent pas par manque de discours. Elles s'effondrent quand les principes deviennent négociables. Et maintenant que les engagements sont posés, une autre interrogation surgit, plus large, plus dangereuse encore. Et si le véritable combat ne faisait que commencer ? Le combat change alors de dimension. Il ne s'agit plus seulement de résister, il s'agit de construire sous pression, sans filet, sans excuse, parce qu'à partir de ce moment, chaque décision devient un signal, chaque choix est observé, interprété, amplifié. Quand le Burkina lance sa première unité de transformation de l'or, ce n'est pas qu'un projet industriel, c'est une rupture symbolique. Ne plus exporter la matière brute, ne plus accepter le rôle assigné, transformer l'or sur place, c'est dire la valeur commence ici, les emplois commencent ici, la dignité commence ici. La même logique s'étend à l'agriculture, coton, anacarde, mangue, des produits longtemps arrachés à bas prix, revendus cher après transformation ailleurs. Un cycle de dépendance présenté comme du commerce. En décidant de transformer localement, le message est clair. Ce pays ne veut plus être un entrepôt, il veut être un acteur, puis vient l'énergie. 300 jours de soleil par an, longtemps ignoré, longtemps laissé inutilisé, une alliance solaire régionale avec le Mali et le Niger, non pas par idéologie, mais par lucidité. Partager l'énergie, c'est partager la souveraineté. Construire ensemble, c'est réduire la vulnérabilité individuelle. Ce qui se dessine ici dépasse un homme, même dépasse un pays. C'est une tentative de reconfiguration régionale, une réponse collective à des décennies de fragmentation organisée, mais chaque avancée a son prix, pression économique, isolement diplomatique, narratif hostile à l'international. On parle de radicalisme, d'irresponsabilité, d'utopie dangereuse, toujours les mêmes mots quand un système est menacé. Et pourtant, quelque chose change, lentement, silencieusement. Des jeunes qui restent, des entrepreneurs qui osent, des paysans qui ne bradent plus systématiquement leur travail. Ce ne sont pas encore des miracles, ce sont des fissures dans un modèle ancien. À ce stade, la question n'est plus de savoir si cette voie est parfaite, elle ne l'est pas. La question est plus dérangeante. Que se passerait-il si cette logique se propageait, si plusieurs pays refusaient simultanément les mêmes compromis, si la dignité cessait d'être une exception politique, parce que les systèmes dominants ne craignent pas les discours, ils craignent les précédents. Et ce qui inquiète vraiment, ce n'est pas ce que fait un pays isolé, c'est l'idée qu'il puisse ne plus l'être longtemps. À partir d'ici, le récit bascule encore. Car lorsque l'exemple circule, le pouvoir ne se concentre plus dans un palais, il se diffuse dans les esprits, et c'est là que la question devient collective
inévitable, explosive. À ce stade, la parole cesse d'être institutionnelle, elle devient un appel. Pas à l'admiration, à la responsabilité. Le message se déplace vers ceux qui n'attendent plus la permission. La jeunesse africaine, on leur a longtemps dit « demain, demain vous dirigerez ». Demain, vous déciderez. Demain, quand les anciens auront fini. Mais ce demain a trop souvent servi d'excuse à l'inaction et à la répétition des mêmes erreurs. Ici, le discours change brutalement. Vous n'êtes pas les leaders de demain, vous êtes les acteurs d'aujourd'hui. Étudier ne suffit plus, comprendre ne suffit plus. Il faut organiser, créer, entreprendre, entrer en politique, déranger, parce que laisser le pouvoir aux mains de ceux qui ont déjà échoué n'est pas de la patience, c'est une abdication. Et ce message ne s'arrête pas aux frontières, il traverse les océans. La diaspora africaine présente en Europe, en Amérique, dans les Caraïbes, souvent réduite à un rôle financier, des transferts, des chiffres, des milliards envoyés chaque année, mais l'argent n'est pas le levier le plus puissant. Le savoir l'est, les réseaux le sont, l'expérience aussi. Imaginez une circulation des compétences plutôt qu'une fuite des cerveaux, des allers-retours, des ponts, des projets partagés, pas une nostalgie du retour, une stratégie de connexion. À ce moment précis, une invitation implicite apparaît. Et elle mérite votre réaction. Êtes-vous prêt à participer autrement qu'en commentant, à investir du temps, des idées, des compétences, pas seulement des opinions, parce qu'un continent ne se transforme pas par procuration. Ce qui se joue ici n'est plus un programme gouvernemental, c'est une redistribution du rôle de chacun. Les dirigeants ne sont plus les seuls moteurs, ils deviennent des catalyseurs sous surveillance et le peuple cesse d'être spectateur. Il devient co-auteur, c'est inconfortable, exigeant, risqueux, mais c'est le seul antidote durable à la trahison du pouvoir. À partir de là, une vérité s'impose, aucune révolution ne survit sans relève, aucune dignité ne se maintient sans vigilance collective, et plus le cercle s'élargit, plus le récit échappe à son point d'origine. Ce n'est plus une voix, c'est une dynamique, et quand une dynamique s'enclenche, les anciens rapports de force commencent à trembler. Alors le cercle se referme, pas dans la peur, dans la clarté. 7 jours après la balle, la question n'est plus pourquoi ils ont tiré. La vraie question est pourquoi l'idée a survécu, parce qu'elle ne repose plus sur un homme, ni sur un uniforme, ni sur un bureau présidentiel, elle repose sur une mémoire longue, sur Lumumba, sur Sankara. Sur toutes ces tentatives étouffées qui, paradoxalement, ont semé plus qu'elles n'ont détruit. Ce que révèle cette trajectoire, ce n'est pas une promesse de victoire, c'est une mise en garde. Le danger n'est pas seulement la balle, le danger, c'est l'habitude. C'est le moment où l'on s'accommode, où l'on justifie, où l'on commence à ressembler à ce que l'on dénonçait. Ibrahim Traoré le reconnaît implicitement. La peur la plus profonde n'est pas celle de mourir, c'est celle de trahir sans s'en rendre compte. Et c'est là que le récit se détache définitivement de son point de départ. Il ne s'agit plus de lui, il s'agit d'un mécanisme universel du pouvoir. Toute révolution échoue quand elle cesse d'être surveillée. Toute dignité se perd quand elle devient un slogan confortable. Toute idée meurt quand elle n'est plus portée collectivement. Ce moment n'est pas une fin. C'est une suspension, un instant où chacun est renvoyé à sa position réelle, spectateur passif ou acteur exigeant, parce qu'au fond, aucune balle ne décide du futur, ce sont toujours les silences qui suivent. Et la question qui reste ouverte, silencieuse mais insistante, est simple. Qu'allons-nous faire de cette idée maintenant qu'elle ne peut plus être tuée ?